David contre Goliath. On connaît tous l'histoire, n'est-ce pas? Le petit qui affronte le géant. Mais imaginez un instant cette confrontation à l'échelle mondiale, où les frondes sont remplacées par des cyberattaques et des stratégies économiques. Aujourd'hui, on va voir que les règles de la guerre ont complètement changé. Alors voilà la question que tous les experts se posent. Comment, dans un conflit qui se profilerait en 2026, l'Iran, le David des temps modernes, pourrait-il ne serait-ce que tenir tête à la puissance combinée des États-Unis et d'Israël, le Goliath ultime? Franchement, sur le papier, la logique militaire dit que c'est tout simplement impossible. Regardons les faits. D'un côté, Goliath, une supériorité technologique et militaire écrasante, des budgets qui donnent le tournis, un arsenal de pointe. Et de l'autre, David, une puissance régionale qui, en comparaison, semble totalement dépassée. Alors comment un affrontement peut-il même être envisagé? Eh bien la réponse ne se trouve pas dans la force brute, mais plutôt dans la ruse et l'intelligence stratégique. Allez, on commence par le premier mythe à déconstruire, celui de la toute-puissance aérienne. On va voir pourquoi l'idée que des bombardements de précision peuvent à eux seuls gagner une guerre est une illusion assez dangereuse. Et ça nous amène à un concept vraiment fascinant, presque contre-intuitif, le piège de la bombe intelligente. C'est ce moment précis où une victoire tactique parfaite, comme détruire une cible avec une précision chirurgicale, se transforme en fait en un échec stratégique monumental. Regardons de plus près. Bombarder des grands sites connus comme Natanz ou Fordo, c'est une victoire de façade. Pourquoi? Parce que la vraie ressource critique, le matériel nucléaire suffisant pour, disons, 16 têtes, n'est pas là. Non, il est réparti dans de tout petits cylindres, cachés dans des camions civils parfaitement banals, qui se fondent dans le trafic de tous les jours. C'est impossible à détecter et donc impossible à détruire depuis le ciel. Et ce phénomène, il a un nom, la futilité cinétique. C'est quand une force militaire, même la plus puissante du monde, est tout simplement incapable d'atteindre ses objectifs politiques. La raison est simple, sa cible est trop dispersée, trop agile, trop résiliente. On peut détruire tous les murs en béton qu'on veut, ça ne brise ni la capacité ni la volonté de l'adversaire. Écoutez bien cette phrase, elle résume tout. La précision tactique est un multiplicateur de force nulle si la ressource critique est dissoute dans une logistique civile indétectable. En d'autres termes, la technologie la plus avancée du monde ne sert à rien face à une bonne vieille stratégie de dispersion. Et le pire, c'est que pendant que Goliath s'épuise à bombarder les infrastructures vides, David prouve qu'il n'est pas juste une victime passive. Il frappe, et avec une précision redoutable, des centres de commandement ultra secrets. Un exemple, le site 81, un bunker conjoint américano-israélien, soi-disant imprenable, caché sous les tours d'Avanchi à Tel Aviv. Le message envoyé est très clair. Goliath n'est pas invulnérable. Mais la confrontation ne s'arrête pas là, loin de là. On passe maintenant à la deuxième dimension de cette guerre asymétrique, et elle est peut-être encore plus redoutable. Le champ de bataille quitte le désert pour s'installer dans les salles de marché des banques. L'Iran a réussi l'impensable, fermer le détroit d'Ormuz, le goulot d'étranglement pétrolier le plus important du monde. Comment? Pas avec des mines ou des navires de guerre, non, avec un stylo et une calculatrice. C'est ce qu'on appelle le blocus invisible. Et voilà l'arme du crime, si on peut dire. Les primes d'assurance risque de guerre pour les pétroliers. Elles passent de 0,125% à 1% de la valeur du navire et de sa cargaison. Ça peut sembler peu, mais ça rend le passage commercial économiquement impossible. Résultat, le détroit est bloqué sans qu'un seul coup de feu ait été tiré. Et l'enjeu, il est tout simplement colossal. On parle de 20% du pétrole mondial, 19% du gaz naturel liquéfié, 14% des produits raffinés. C'est une artère vitale de l'économie mondiale qui est prise en otage par une simple manœuvre financière. À partir de là, c'est un effet domino inévitable. Une menace à Hormuz fait exploser les primes d'assurance. Du coup, le trafic de pétrolier s'arrête net. Et la conséquence directe, c'est que les prix de l'énergie, et donc de presque tout le reste, s'envolent partout dans le monde. Une crise régionale devient, en quelques heures, une crise mondiale. Passons au troisième point, un véritable casse-tête pour les stratèges occidentaux, la structure même du pouvoir iranien. C'est là qu'ils se heurtent à une réalité qui défie complètement leurs modèles habituels. La question les a hantés pendant des décennies. Pourquoi est-ce que la stratégie de la décapitation, c'est-à-dire éliminer le chef, ne fonctionne tout simplement pas? La réponse tient dans cette comparaison. L'Occident voit le régime iranien comme une tour de Jenga, verticale, rigide. Si on enlève la pièce du sommet, tout s'écroule. Sauf que la réalité, c'est plutôt un modèle en matrice, décentralisé, organique, capable de s'auto-réparer. Quand on élimine un nœud, le système ne s'effondre pas, il se réorganise, parfois même plus fort. Et ça crée un effet paradoxal qu'on appelle l'effet Dad-Killed, c'est-à-dire que l'assassinat en 2025 d'un dirigeant qui agissait en quelque sorte comme un frein, notamment avec ses fatwas contre l'arme nucléaire, a eu l'effet inverse de celui espéré. Ça a levé toutes les contraintes politiques et ça a propulsé au pouvoir une nouvelle génération bien plus radicale, obligée de surenchérir dans la violence pour asseoir sa légitimité. Maintenant, dézoomons un peu.
Parce que ce conflit, qui semble régional à première vue, est en réalité une pièce maîtresse sur l'échiquier mondial. Et certains joueurs, très malins, en profitent. Pendant ce temps, sur cet échiquier mondial, les rivaux de Goliath avancent leurs pions. La Russie, par exemple, fournit à l'Iran des données de ciblage par satellite en temps réel. C'est un miroir presque parfait de l'aide américaine à l'Ukraine. Et la Chine? Elle reste prudemment à l'écart. Elle regarde les États-Unis vider leur stock de munitions de précision très coûteuses, pendant qu'elle, tranquillement, consolide sa domination sur l'industrie mondiale. Et cette phrase, elle est terrible, mais elle résume parfaitement ce basculement stratégique. L'Amérique consume son capital dans le désert, tandis que la Chine, depuis des pôles comme Wuhan, motorise l'intelligence artificielle et la robotique. En fin de compte, toute cette stratégie asymétrique a acculé Goliath dans une impasse totale. C'est ce qu'on appelle un choix de Hobson. C'est l'illusion d'un choix libre, mais en réalité, toutes les options disponibles mènent à un très mauvais résultat. Alors concrètement, quel est ce dilemme? Eh bien, il est simple et terrible. Option 1, on limite les dégâts, ce qui revient à accepter une défaite politique humiliante et à laisser l'Iran devenir une puissance nucléaire. Option 2, on double la mise. On lance une invasion terrestre avec le risque énorme de provoquer une dépression mondiale et de s'embourber dans une nouvelle guerre sans fin. Aucune de ces options n'est bonne. Et le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, le voici. Selon des décennies de simulations stratégiques, la probabilité que la frustration pousse à une invasion terrestre pour essayer de récupérer ce matériel nucléaire dispersé est de 75%. Une décision qui risquerait de déclencher un effondrement économique à l'échelle planétaire. Tout cela nous ramène à la question fondamentale de notre époque, au XXIe siècle. Qu'est-ce que le vrai pouvoir? Est-ce la capacité de tout détruire ou est-ce la capacité d'endurer?